dans cette nouvelle vidéo autour des archives départementales de la Creuse et de nos collections. Aujourd'hui nous allons parler d'un fonds un petit peu particulier qui sont les archives privées. Alors, les archives privées sont en fait définies uniquement en creux par rapport aux archives publiques dans le Code du patrimoine. Les archives de manière générale sont tous les documents, quelle que soit leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne. Les archives publiques sont des archives produites ou reçues par des personnes publiques ou exerçant une mission de service public, et les archives privées sont tous les autres documents d'archives, quels qu'ils soient. Ces archives privées peuvent donc provenir d'individus, de familles, par exemple des fonds seigneuriaux, mais aussi d'entreprises, d'associations, d'érudits, etc. Certaines archives considérées comme privées peuvent devenir publiques si la loi change. Ce sont par exemple les archives de la domanialité publique en général, mais de la même façon, une même personne peut produire à la fois des archives publiques et des archives privées. L'exemple le plus simple étant celui des notaires. Les dossiers de clients des notaires sont bien des archives privées, en fait l'équivalent d'archives d'entreprise, alors que les répertoires et minutes notariales sont bien des archives publiques. Les règles autour des archives privées sont essentiellement régies par les différentes conventions signées entre les donateurs et les archives départementales. En effet, ces entrées peuvent prendre plusieurs formes. Il peut s'agir d'un don, ce qui signifie que le propriétaire donne littéralement la propriété des archives aux archives départementales. Il peut s'agir également d'un dépôt, ce qui signifie que le donateur reste propriétaire des documents d'archives et peut éventuellement, à terme, les récupérer s'il le désire. Enfin, la troisième modalité d'entrée d'archives privées est celle du legs. Tout simplement, les archives sont mentionnées dans les testaments des personnes comme devant arriver aux archives départementales après leur décès. Ce sont donc les règles établies dans ces différentes conventions qui vont déterminer comment vont être communiqués les documents d'archives, mais également comment elles vont être diffusées. En effet, le propriétaire peut estimer que ces communications et ces diffusions, par exemple sur Internet, doivent être régies et uniquement être effectuées avec son accord. Du fait de leur définition, ces archives sont, par nature, extrêmement variées dans leur typologie, ainsi que dans leur modalité d'entrée. Je souhaitais donc vous montrer quelques fonds d'archives privées conservés aux archives départementales, particulièrement exceptionnels dans leur contenu, ou tout simplement particulièrement intéressants pour la recherche locale. Le premier de ces fonds est celui des archives diocésaines, qui conservent la totalité des registres paroissiaux. Ces documents permettent de compléter très utilement toutes les recherches généalogiques sur le territoire, puisqu'il s'agit par exemple de registres paroissiaux de, en l'occurrence, la période révolutionnaire, puisque ce document est un registre de naissance, mariage et sépulture des années 1797 et 1798, comme on le voit illustré par son auteur. Les fonds privés peuvent également être conservés dans la série 1J. Cette série concerne tous les petits fonds, pièces isolées, qui nous arrivent de manière déconnectée par des propriétaires particuliers. Par exemple, ce fonds nous permet de conserver des pages d'antiphonaires médiévaux absolument magnifiques qui, malheureusement, auraient bien besoin d'une petite restauration. Ce document, rédigé dans une écriture livresque de la fin du Moyen-Âge, est un antiphonaire, c'est-à-dire un livre de messe qui note à la fois le texte, mais également la musique, avec ses partitions évidemment assez rudimentaires de la fin du Moyen-Âge, qui donc ne ressemblent pas du tout aux partitions d'aujourd'hui. En tant qu'ouvrage de messe donc relativement prestigieux, ces documents sont généralement superbement décorés. On voit ici cette lettrine enluminée et dorée en partie à la feuille d'or. Malheureusement, une fois qu'ils ne servent plus, ces ouvrages ont été généralement réutilisés, notamment pour servir de reliure, puisque le parchemin est un matériau particulièrement solide. C'est pour ça qu'on voit que cette page, par exemple, a été encollée sur du carton pour servir justement de reliure à un autre ouvrage. Les fonds d'archives privées peuvent également être des fonds beaucoup plus volumineux, mais également donnés par des familles ou des individus. Par exemple, les archives départementales de la Creuse conservent le fonds privé de Martin Nadeau, ancien maçon creusois et député de la Creuse, et notamment sa correspondance privée avec les membres de sa famille. Les archives départementales conservent par exemple sa correspondance privée avec son petit-fils, Louis, qui va de la jeunesse de ce dernier au décès de Martin Nadeau. Ce type de document
peut paraître parfois assez anecdotique, ils sont en réalité fondamentaux pour comprendre qui était l'homme, et pas uniquement qui était le politique, et donc pour pouvoir écrire, pour les chercheurs, la petite histoire dans la grande. Les archives privées peuvent également prendre la forme de fonds d'érudits. Nous possédons par exemple le fonds d'archives de Henri Eymer, qui est un des anciens directeurs des archives départementales de la Creuse, et qui a été particulièrement actif pour l'écriture de l'histoire locale. Il a par exemple rédigé le dictionnaire topographique encore utilisé aujourd'hui aux archives de la Creuse, afin de permettre des recherches plus simples aux érudits locaux. Dans ce fonds se trouvent par exemple les notes qu'il a prises lors de conférences à la Société des Sciences autour de l'histoire de la Marche et du Limousin. Ainsi, vous avez ici le texte d'une conférence de M. Caillé autour d'un mandement de Philippe le Bel relatif au comté de la Marche. Les archives départementales conservent également des fonds d'entreprise, par exemple le fonds de la Maison de Tabar, qui est une des manufactures de tapisserie d'Aubusson. Donc, nous conservons bien sûr les dossiers administratifs, mais également, comme on peut le voir, des croquis, ainsi que, dans certains cas, les échantillons de laine qui sont liés à certaines réalisations. Comme vous pouvez le voir, nous pourrions multiplier les exemples à l'infini, tant ces fonds sont divers et variés. Par exemple, nous conservons également des fonds d'associations, comme l'Association pour la recherche et la sauvegarde de la vérité historique sur la résistance dans la Creuse, mais encore des fonds de partis politiques. Nous conservons par exemple les archives du fonds du Parti communiste de la Creuse également. La plupart de ces fonds sont rentrés sur la base du volontariat, c'est-à-dire que leurs propriétaires nous ont contactés en nous signalant qu'ils souhaitaient nous confier ces documents. C'est la modalité d'entrée des fonds d'archives privés dans la plupart des services départementaux et nationaux. Il arrive également que les archives mettent en place des collectes spécifiques sur certaines thématiques. Ça a été le cas par exemple il y a quelques années autour de la Première Guerre mondiale avec la Grande Collecte qui nous a permis de collecter un certain nombre de documents relatifs à la vie des soldats pendant cette période. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie d'en savoir un petit peu plus sur les archives privées et pourquoi pas de nous confier vos propres archives.